Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site du concours Atout+3. Ce chat a pour thème la présentation et la préparation des épreuves du concours Atout+3. Pour répondre à vos très nombreuses questions, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Chenel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général d'Atout+3. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Catane. Vous êtes directeur du Bachelor Marketing Business de l'ESC Dijon-Bourgogne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce chat. Si vous êtes prêts, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec les questions des internautes, parce qu'elles sont très nombreuses. Et on a une première question de Diane qui nous demande tout simplement, pour planter un peu le décor, en quoi consiste le concours. Donc Atout+3 est un concours commun post-bac. Donc, que passent les élèves de terminale ou les élèves qui ont par exemple commencé une première année dans le supérieur et qui souhaitent se réorienter, ils peuvent également passer le concours. Donc concours post-bac commun à 8 grandes écoles de commerce et de management. On peut peut-être les citer rapidement, ça sera fait. L'école atlantique de commerce de Nantes qui fait partie donc, du groupe Audencia, l'école de management de Normandie qui est implantée au Havre et à Caen et également à Deauville. L'école de management de Strasbourg, qui a la particularité de faire partie de l'Université de Strasbourg, Grenoble École de Management, le groupe ESC Dijon-Bourgogne, ici bien représenté, qui a 2 campus, donc on pourra y revenir à Dijon et à Lyon, le groupe Subdeco La Rochelle, Novantia Business School Paris, je suis par ailleurs directeur des programmes de Novantia, et enfin Télécom École de Management, qui fait partie de l'Institut Mines Télécom, qui est la business school de l'Institut Mines Télécom et qui est basée à Ivry, dans le sud de Paris. Donc, concours commun à 8 grandes écoles de commerce et de management, toutes membres de la conférence des grandes écoles. C'est important de le souligner. Il y en a une trentaine. On doit être à peu près à 33. Il y a eu un certain nombre de fusions. Hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, on doit être à 32 ou 33 écoles membres de la conférence des grandes écoles. Ça veut dire que toutes ces écoles répondent à un certain nombre de critères de reconnaissance et de qualité. Délivrent des diplômes visés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est très important, hein, il faut vérifier qu'est-ce que l'on obtient à la fin de ce cursus. Délivrent par ailleurs le grade de master, qui est la plus haute reconnaissance donc, pour des diplômes master à Bac+5. Et répondent à un certain nombre également de critères, on aura l'occasion de le revenir. Ça fait partie des atouts de ce qu'on appelle les programmes bachelor, hein, puisque Atout+3 permet donc de rentrer dans l'une de ces 8 écoles en première année d'un programme bachelor, en 3 ans après le bac. Atout+3, ça veut dire cursus en 3 ans après le bac, qui permet, donc c'est un premier cycle, on va dire, dans l'enseignement supérieur, au même titre que la licence à l'université, complètement en phase avec le LMD, hein, le système d'harmonisation européenne des diplômes, qui est plus large que l'Union européenne, hein, puisque ça concerne plus de 40 pays, autour de 3 niveaux. Le Bac+3, licence ou bachelor dans les écoles de commerce, Bac+5 pour le master, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, Bac+8 pour le doctorat. L'avantage, l'intérêt d'intégrer un bachelor, c'est de pouvoir intégrer une école de commerce dès après le bac, de pouvoir obtenir au bout de 3 ans un premier diplôme reconnu tout à fait officiellement, non seulement en France, mais aussi à l'international, et après d'avoir le choix soit de commencer à travailler, et c'est un choix que font encore un certain nombre d'étudiants, et les entreprises ont encore un besoin important de recrutement à ce niveau-là, ou alors, et c'est la majorité, de poursuivre vers un master, soit dans la même école, soit dans une autre école, ou encore ailleurs. Très bien. Moi, je crois qu'on a bien planté le décor. On a une question d'Alina qui est un peu malicieuse. Quels sont les atouts de ce concours, sans jeu de mots promis? Alors, les atouts du concours. Ouais, merci de m'inviter à répondre à la question malicieuse. Alors, les atouts, effectivement, au-delà du nom, on a un concours qui est fait pour tous les profils. Je crois que c'est important de le dire. Donc, qui est accessible à tous les étudiants de terminale. On a des étudiants qui sont issus de baccalauréat très différents. Donc, quelque part, tout le monde a sa chance. Deuxième force de ce concours, bien évidemment, la préparation. C'est une force puisque Atout+3 propose des préparations entièrement gratuites aux épreuves écrites et aux épreuves orales. Et ma petite expérience, je dirais, fait que, effectivement, encore hier, j'animais une de ces JPE dans mon école et on voit vraiment que les candidats sortent à la fois rassurés, à la fois aussi intéressés par, je dirais, le contenu du concours. Et je crois que ça, c'est vraiment un plus parce qu'en plus,
Au niveau de sa préparation, ils ont accès, on leur donne les annales du concours avec les corrigés des précédentes sessions. Et c'est vrai que ça permet aussi, je dirais, pour eux, de se mettre dans une configuration de réussite, puisque je rappelle que les épreuves écrites ont lieu dans quelques semaines, le 11 avril précisément, et que quand on est jeune comme ils le sont, hein, puisqu'ils passent le concours en terminale, donc ils ont 17-18 ans, j'ai même vu un candidat hier qui a 16 ans. Donc je crois qu'on a vraiment besoin d'être rassurés, et on est là, on est avant tout des pédagogues, on est là pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils réussissent tous le concours dans d'excellentes conditions. Qu'ils soient en confiance le jour J. Peut-être pour compléter la réponse et de manière plus générale, au-delà de l'avantage d'avoir un premier diplôme avec +3, d'avoir le choix pour la suite, les atouts et l'intérêt de rentrer dans une école de commerce dès après le bac, notamment pour faire un bachelor, il y en a plusieurs. C'est tout d'abord la dimension internationale, c'est-à-dire la possibilité de partir à l'étranger, parfois dès la première année, hein, parce que dans quelques écoles, il y a un stage obligatoire à l'international dès la première année par exemple. Ça peut prendre la forme de périodes académiques à l'étranger par la suite, ou encore de stages en fin de première, deuxième ou troisième année. Donc dimension internationale, donc toutes les écoles ont des accords d'échange d'étudiants, des accords de double diplôme, et reçoivent en retour donc de plus en plus d'étudiants internationaux. Donc l'international, ça commence dans l'école et dans la salle de cours en France. D'accord. Ensuite, c'est la dimension professionnelle, la dimension entreprise, là encore à travers les stages, à travers aussi l'apprentissage, hein, parce qu'il y a de plus en plus de possibilités de faire au moins une partie du cursus en apprentissage. Généralement, c'est seulement à partir de la 3e année, mais à Novancia, par exemple, on a ouvert dès la 2e année. C'est aussi donc le type de pédagogie qui est délivré, qui consiste pas seulement à acquérir des connaissances dans le domaine de la gestion, du management, du marketing, etc., mais d'être amené à mettre en œuvre ces connaissances à travers, là encore, les stages de l'apprentissage, mais aussi à travers ce qu'on appelle la pédagogie des projets. Donc apprendre à travailler en équipe, apprendre à travailler pour un commanditaire en situation quasiment réelle, avec un timing, un cahier des charges, un objectif précis et un résultat à produire. Autre avantage, c'est bénéficier plus largement de tous les moyens d'une grande école, à commencer par le corps professoral, constitué à la fois de professeurs permanents sur le plan académique, hein, dans les domaines, pour les cours fondamentaux, mais également de professionnels. Et c'est bien là aussi le mix académique-professionnel qui est très important et qui permet de se mettre en action, c'est-à-dire de ne pas rester passif, mais de se mettre en action et en même temps d'être accompagné pour construire petit à petit son projet professionnel, pour travailler à la sortie ou pour faire un choix de spécialisation le plus éclairé possible pour la suite, par exemple en master. Très bien, on a une question de Valérian qui tombe à pic parce qu'il nous demande comment savoir si on est fait pour une école de commerce plutôt que l'université. Alors si on devait rappeler les grandes différences, parce que du coup là, vous l'avez un peu évoqué dans cette réponse. Oui, je vais me répéter, hein, dimension internationale, il y a des possibilités du côté de l'université, mais là ce sont tous les étudiants qui sont amenés à partir à un moment ou à un autre. Donc ce n'est plus quelques-uns, c'est vraiment une pratique de longue date et généralisée. Et c'est une dimension que l'on considère comme essentielle, et pas seulement nous, mais les entreprises qui recrutent les jeunes après. Et notamment, l'anglais est désormais incontournable. Et je crois également que l'encadrement, parce que ça aussi ça peut rassurer les parents qui nous écoutent, l'encadrement est très important dans nos écoles. Oui, peut-être différent par rapport à l'université. Complètement. Alors à la fois encadrement et puis aussi accompagnement dans la construction du projet professionnel de l'étudiant. Je crois que c'est important. On a dans nos écoles des structures, ce qu'on appelle dans notre jargon des services supports. Tu citais tout ce qui est international. On a des services effectivement relations internationales, relations entreprises. On a bien évidemment ce qui fait la force de nos écoles, c'est-à-dire le réseau des anciens. Dans toutes nos écoles, on a un peu plus de 10 000 diplômés selon les écoles. Mais je crois que c'est aussi, on leur apprend à se servir du réseau. Donc là aussi, ça leur permet, je dirais, de booster à la fois la vie pendant leurs 3 ans de cursus et puis après leur vie professionnelle, puisqu'on les prépare aussi à ça. Et en parlant d'accompagnement, je pense que c'est aussi la taille des promotions. On reste des écoles à taille humaine. Et donc, il peut y avoir des cours en amphi de temps en temps, mais généralement, ce sont des cours dans des groupes d'entre 30 et 40 étudiants.
Donc ce qui permet quand même une meilleure proximité, interaction avec les intervenants. Là, c'est la grande différence quand même avec l'université. Question de Pouf Pouf, y a-t-il un âge limite pour passer le concours? Oui, c'est marqué dans la brochure et sur le site internet. Le concours est ouvert aux candidats français et étrangers âgés de moins de 26 ans au 1er janvier de l'année de rentrée. Donc 1er janvier 2015 pour le concours de cette année. D'accord. Question de Lilian, qui vous dit bonjour. Pourriez-vous présenter en quelques mots les 4 épreuves écrites? Merci. Alors elles approchent, elles sont le 11 avril. Quelles sont les 4 épreuves? Alors déjà, bien rappeler qu'on est dans un concours où il y a 2 phases très distinctes. Les épreuves écrites et la réussite à ces épreuves écrites permet l'accessibilité aux épreuves orales. Je crois que ça, il faut le rappeler, les deux se passent à des moments différents. On a cité tout à l'heure la date du 11 avril pour les épreuves écrites. Donc là, au niveau des épreuves écrites, on a 4 épreuves. On a d'abord l'épreuve de synthèse, qui est un petit peu, je dirais, souvent redoutée par les candidats. Oui, on a des questions sur cette épreuve. J'imagine, parce que on pourrait y revenir. Et on va démystifier tout ça. On a bien évidemment l'épreuve de langue. Alors ça peut être à la fois de la langue vivante 1 et de la langue vivante 2 selon les écoles. Je dis bien évidemment parce que Christian insistait sur le côté international. Dans nos écoles, on accueille des étudiants étrangers. Donc à un moment donné, soit le passage à l'étranger en stage, c'est-à-dire en entreprise ou en université, c'est-à-dire parcours académique à l'étranger est fortement sollicité, mais nos écoles accueillent aussi un certain nombre d'étudiants étrangers. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, l'enseignement se fera en anglais. Donc la langue anglaise, qui est la langue du business, est véritablement dans toutes nos écoles un prérequis. On a également l'épreuve de logique, alors, qui peut être redoutée par certains et qui est, je dirais, une mécanique intellectuelle qui est aussi appréciée par certains candidats qui ont peut-être plus un profil un peu plus matheux, on va dire. Donc là, on est dans le cœur des épreuves écrites. Et puis, je le disais... Juste une précision, c'est une épreuve, pour être complet, de oui. logique et ouverture au monde, donc en 2 parties. Donc il y a effectivement la partie... Alors, c'est pas une épreuve de maths, mais c'est effectivement une épreuve qui fait appel au raisonnement logique, et c'est bien ce qu'on essaye de tester auprès de nos candidats. Raisonnement logique avec des exercices, des suites, logique numérique, verbale, résolution de problèmes, commentaires de graphiques, etc. Et puis, il y a une deuxième partie qu'on a rajoutée il y a 3 ans, pour tester la curiosité et... les connaissances générales Non, ce n'est pas les connaissances générales parce que ça ne demande pas de connaissances particulières, ça demande simplement à être curieux et à rester informé de ce qui se passe un peu, non seulement en France, mais dans le monde. Donc ce sont des questions de géographie, géopolitique, faits d'actualité, société, etc. Mais ça ne demande pas de bachotage particulier. D'accord. Simplement, il faut lire la presse, sur Internet, sur l'actualité, etc. D'accord. Et puis donc, on complète ensuite par les épreuves orales. Donc on retrouve de l'anglais. Et enfin, l'épreuve, je dirais, d'entretien de motivation, pour laquelle on les prépare également à travers nos journées de préparation, mais qui demande aussi de la part du candidat de travailler en amont, puisque cette épreuve, quelles que soient les écoles, est une épreuve où on va déceler chez le candidat à la fois sa motivation, sa personnalité, son potentiel à intégrer une école où on forme des managers. Donc tout ça sera vu à travers cette épreuve. Et une épreuve d'anglais obligatoire également à l'oral. D'accord. Très bien. Eh bien, on s'intéresse justement à cette fameuse épreuve de synthèse. C'est une question de Marca. Quelles sont les principales difficultés de l'épreuve de synthèse et quels conseils auriez-vous à donner pour bien s'entraîner? C'est une épreuve à laquelle les élèves terminales ne sont pas forcément très entraînés, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas débarquer le jour du concours sans avoir regardé les annales ou sans s'être un peu entraîné auparavant. Donc c'est une épreuve qui nécessite de la méthodologie, donc c'est pour ça que l'on invite l'ensemble des candidats à participer à l'une ou l'autre des journées de préparation au concours. Pour prendre connaissance donc, du type d'épreuve, c'est donc un exercice à la fois de compréhension et de rédaction d'une synthèse à partir d'un dossier d'actualité entre 12 et 15 pages. Donc là encore, ça ne demande pas de connaissances particulières, ça demande simplement effectivement de la méthode, c'est-à-dire de ne pas se lancer à rédiger, bien lire le dossier, mais sans non plus y passer trop de temps, mais faire une lecture à la fois rapide dans un premier temps et attentive néanmoins, noter les points principaux et puis après prendre le temps de réfléchir, de faire un plan, même si on ne demande pas un plan, d'articuler sa synthèse, et pas de se lancer directement
Et ça, lors des journées de préparation au concours, on va plus dans le détail donc sur. D'accord, donc c'est vraiment important si on peut participer à ces journées, ça permet de. Et alors c'est bien donc aussi de regarder les annales pour voir comment est constitué le dossier, à quoi ça ressemble, et puis sans doute de s'entraîner en prenant un sujet des années précédentes, à s'entraîner en temps limité, à lire et faire un résumé, une synthèse. D'accord. Nouvelle question. Est-ce que l'épreuve de la seconde langue peut-elle être éliminatoire? Je ne suis vraiment pas très bon en allemand, nous dit-il. J'envisage d'ailleurs même de débuter une nouvelle langue si jamais je suis admis, si bien entendu cela est possible. Alors on ne l'a pas précisé, mais l'épreuve de deuxième langue est obligatoire à l'écrit. Donc le choix possible de langue, c'est allemand, espagnol, italien ou chinois. D'accord. Mais seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. Donc ça ne pénalise pas les candidats. Il faut qu'ils soient présents à l'épreuve, hein, même s'ils rendent une copie blanche. Mais ça ne peut pas les pénaliser, ça ne peut que leur apporter des points supplémentaires. D'accord. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, effectivement, un candidat qui demain sera étudiant dans une de nos écoles peut envisager un changement de langue, en deuxième langue, hein, je parle. Hein. Ça, c'est possible, je dirais, c'est à voir ensuite, je dirais, avec l'équipe pédagogique de l'école intégrée. D'accord. Il est même possible, si on a déjà deux langues bien maîtrisées, d'envisager de commencer une troisième langue. Ça peut être dans le cadre de parcours pays, par exemple. Je prends juste un exemple rapidement à nos anciens. On avait parcours Chine ou parcours Brésil. Donc, on peut commencer le chinois en troisième langue dès la première année de bachelor. Mais à condition d'avoir déjà un bon niveau en anglais et un niveau correct en LV2. Parce que si on prend, excusez-moi, le cas effectivement de nos universités partenaires chinoises, certaines ont des cours enseignés en anglais. Par contre, effectivement, quand le jeune se retrouve au quotidien dans le pays, il vaut mieux qu'il ait eu quelques notions de la langue du pays, parce que c'est quand même assez difficile. D'accord. Ben, notre internaute sera rassuré. Question de Yann, c'est quoi l'épreuve de raisonnement logique et ouverture au monde? Alors vous avez commencé un tout petit peu à en parler tout à l'heure, il y a une partie plus mathématique, si j'ai bien compris, et une partie plus de connaissances ou de culture générale, je ne sais pas comment il faut je le répète, ce n'est pas une épreuve de mathématiques, c'est une épreuve effectivement de raisonnement logique. Donc c'est sous forme de QCM, et ce sont des suites donc, numériques, verbales. Après, il y a des résolutions d'exercices, mais qui restent relativement simples, ou de commentaires de graphiques. Je crois que de manière générale, on peut dire, Jean-Christophe l'a dit tout à l'heure, le concours est ouvert à tous les étudiants, quelle que soit leur section en terminale. Et un élève de terminale qui travaille normalement pendant toute l'année a toutes les chances de réussir le concours. D'accord, donc pas besoin de connaissances particulières ou d'avoir fait une série particulière pour le bac. Bien évidemment, la série qui débouche naturellement vers les écoles de commerce, c'est la série ES, mais il n'y a pas que celle-là. On a aussi des candidats qui viennent de S. De L, malheureusement, il y a de moins en moins d'élèves qui choisissent L, et c'est dommage. Mais on a aussi des candidats, 12% je crois, qui viennent de sections STMG, qui sont souvent de très bons candidats et qui malheureusement s'auto-censurent, ou on les auto-censure en leur disant que les écoles de commerce, c'est pas pour eux. C'est pas vrai, ils ont leur place également. Très bien. Question de Jules. Combien de temps avant les épreuves il faut commencer à réviser? Donc, c'est le 11 avril, je le rappelle. Et est-ce qu'il existe des journées de préparation dans les écoles parce que ça l'intéresse? Alors, je ne sais pas s'il y en a encore qui sont organisées d'ici le 11 avril. Alors, effectivement, il y en a. Là, on est plutôt dans le dernier tiers des journées de préparation, puisqu'on l'a tous compris, on s'approche des épreuves écrites. Combien de temps? Je dirais ça dépend aussi de l'individu. Il y a des gens qui trouvent, je dirais, un petit peu de la force en révisant à la dernière minute. Moi, je ne conseille pas. Mais c'est vrai qu'on voit ce type de profil. Et puis, il y en a qui commencent, je dirais, tout doucement à partir de la rentrée, c'est-à-dire de septembre dernier, progressivement à réviser. Je crois qu'il faut trouver son rythme. La difficulté, on ne l'a peut-être pas assez dit, c'est que certaines de ces épreuves sont QCM. Il y a des gens qui sont très à l'aise sur le QCM. Et puis, l'autre difficulté, c'est que forcément, on est un concours avec des épreuves, donc en temps limité. Donc là aussi, il faut apprendre à gérer son temps,
On le voit bien quand on surveille les épreuves écrites, notamment je pense à l'épreuve de synthèse. Quand on voit les tables des candidats, il y en a qui en mettent de partout. Puis on voit au contraire des candidats qui ont des stabilos de différentes couleurs, qui sont très organisés. Donc on sent qu'il y a eu de la préparation en amont. Et je crois qu'on ne peut que conseiller de se préparer en amont pour les épreuves écrites, mais aussi pour les épreuves orales. Et ce qui est intéressant dans nos écoles également, je le souligne, c'est qu'au niveau des journées de préparation, il y a des journées de préparation avant les écrits. Certaines écoles organisent aussi des journées qui sont un peu plus light de préparation ensuite pour les épreuves orales. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que préparer le concours à tout plus 3, c'est aussi une très bonne préparation pour le bac. Le bac. Même si les épreuves ne sont pas identiques. Pour les langues, c'est évident. Et même pour l'épreuve de synthèse ou l'épreuve de logique ouverture au monde. C'est complémentaire. C'est tout à fait complémentaire. Question de Cynthia, quelle est la procédure pour s'inscrire au concours? Alors, pour s'inscrire au concours à tout plus 3, ça se passe sur APB, sur le portail admission post-bac. Donc je rappelle à ceux qui ne seraient pas encore inscrits qu'il est encore temps de le faire, mais il faut se dépêcher, puisque la clôture des inscriptions sur APB, c'est le 20 mars, et qu'il vaut mieux s'y prendre quelques jours avant la clôture des inscriptions, puisque dans les derniers jours, souvent c'est saturé, le site est saturé. D'accord. Donc il est encore temps. Elle peut s'inscrire dès maintenant, à voilà, la fin du chat, elle peut se il ne précipiter faut pas attendre trop longtemps. Sur le site. Donc quelques précisions là-dessus. Donc pour s'inscrire au concours à tout plus 3, c'est sur APB. Donc il faut choisir la rubrique école de commerce, formation, école de commerce. Choisir après l'une des écoles d'Atout plus 3. Dans le libellé des écoles, il y a marqué d'abord Atout plus 3, puis le nom de l'école. Donc vous avez les 8 qui apparaissent dans la liste. Ensuite, vous cliquez sur s'inscrire. Et pour terminer l'inscription, il faut que vous choisissiez au moins, et vous émettiez un vœu pour au moins une école d'Atout plus 3. D'accord. Petite précision, sur APB, donc les candidats ont droit à 36 vœux. Ce n'est pas la peine forcément d'en faire 36, mais on peut aller jusqu'à 36. 12 par catégorie, donc 12 pour l'université, 12 pour les BTS ou IUT, 12 pour les écoles de commerce par exemple. Le choix, l'inscription à Atout plus 3 vaut un vœu pour les 8 écoles. D'accord. Donc, dans les 12 choix possibles pour une école de commerce, l'inscription à Atout plus 3 ne vaudra que pour un vœu. Et on verra, alors ça c'est pour l'inscription aux épreuves écrites, qui se déroule donc le samedi 11 avril. Et ensuite, les candidats sont appelés, en fonction de leurs résultats donc aux écrits, à s'inscrire aux épreuves orales. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un choix. Théoriquement, un candidat peut présenter les oraux si ses résultats le permettent dans les 8 écoles, mais généralement, il choisit de passer les oraux dans 1, 2, 3, 4 écoles, rarement plus. Et c'est donc à ce moment-là qu'intervient un choix. Par contre, ce qui est très important, c'est que le candidat, parce qu'on s'inscrit donc aux oraux sur le site Atout plus 3 à ce moment-là, il faut que le candidat donc retourne sur APB avant le 31 mai, c'est-à-dire avant la date limite pour finaliser, classer ses vœux sur APB, pour bien s'assurer qu'il a émis des vœux et bien classé ses vœux pour toutes les écoles dans lesquelles il a présenté les oraux. Très bien. Question d'Asmaï qui demande est-ce qu'il y a un centre d'examen à Paris? Oui, il y en a même plusieurs, parce qu'il y en a à Ivry, donc dans les locaux de Télécom, école de management. Et puis, donc sinon, ça se passe à Arcueil, ou à la maison des examens. D'accord. Question d'Alexis Morand. C'est possible de passer le concours cette année et d'entrer à l'école à la rentrée 2016. J'aimerais partir voyager 1 an avant de commencer mes études supérieures. Normalement non, voilà. Sauf exception. Non, normalement on passe le concours l'année où on rentre dans l'école. D'accord. Maintenant après on a toujours des cas particuliers, mais c'est toujours sur autorisation, donc ce n'est pas automatique. D'accord, donc après ce sera à lui de défendre son projet et voir si ça peut être cohérent avec une rentrée. Puis j'ai envie de dire c'est un étudiant je crois, oui. Un garçon. Oui. J'ai envie de dire à cet étudiant aussi qu'il peut très bien passer le concours cette année, intégrer chez nous, et on lui fera aussi voir le monde, je dirais que ce soit lors de sa première année ou au cours de ses 3 ans. Donc on est un petit peu prudent sur ce genre de choix, parce qu'effectivement, là on est dans des choix personnels, on ne peut pas en faire une généralité. Je crois qu'il faut effectivement se mettre en position d'intégrer l'école l'année où on a passé le concours. Alors, si c'est pour perfectionner son anglais,
Oui. Mon conseil, c'est plutôt de passer le concours l'année prochaine. Oui. D'accord. Tout à fait. Question d'Eliott. Comment ça se passe si on rate nos écrits? Il n'y a pas de possibilité de rattrapage avec les oraux. Est-ce que ça peut être discriminatoire? Qu'est-ce qui se passe si on rate les écrits? On rate les écrits. Alors, on ne l'a pas précisé, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais donc les 4 épreuves écrites dont on a parlé sont communes aux 8 écoles. C'est l'avantage d'un concours commun, c'est-à-dire qu'on passe une seule série d'épreuves écrites valable pour plusieurs écoles. Maintenant, chaque école a son jeu de coefficients, réunit son propre jury d'admissibilité et d'admission, et donc peut avoir une liste différente de candidats admissibles dans un premier temps après les écrits ou admis en bout de course après les oraux. Donc vous pouvez être admis dans une école et pas dans une autre. D'accord. Par contre, effectivement, ce qu'il faut rappeler à Eliott, c'est qu'on n'est pas du tout dans une configuration d'examen, parce que je pense qu'il pense au bac, où là, il y a des rattrapages possibles. Donc là, comme on l'a dit en introduction, on ne peut aller aux épreuves orales que si on a réussi, validé donc les épreuves écrites. Mais aucune, malheureusement, je dirais aucune possibilité d'avoir un rattrapage. Et la pire situation, on souhaite à personne, je vous rassure, de vivre, c'est d'avoir le concours et de ne pas avoir le baccalauréat. Parce que là non plus, on ne peut rien faire du tout. D'accord. Ouais, on ne l'a pas précisé, mais effectivement, C'est une des l'admission en conditions. première année de bachelor et à fonction des résultats au concours, il faut être admis au concours dans l'une des écoles, Et mais il faut aussi avoir obtenir obtenu le le bac, baccalauréat. sous réserve de l'obtention du bac. Et donc, on ne peut passer le concours qu'une fois par an. Donc, si on le rate, on peut le repasser l'année suivante. L'année suivante. Mais si on le prépare bien, on va peut-être pas rater les écrits pour autant. Donc Tout à fait. peut-être que bien se préparer, c'est Il faut l'une se mettre dans la l'une des disposition solutions. d'esprit de le réussir. Voilà. Question de Banania. Vous recommandez de passer combien d'euros pour être assuré d'avoir une place, Ça, c'est toujours un petit peu dangereux parce que effectivement, on peut être tenté de dire j'ai eu mes 8 écoles, donc je suis autorisé à passer les épreuves orales dans les 8 écoles, je vais aller aux 8 écoles, comme ça, forcément, j'aurai une chance. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. On apprend dans nos écoles ce qu'est le marketing. Marketing, une des règles de base, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Donc moi, je préconise, je pense que Christian dira la même chose, et quand on voit les statistiques d'année en année, ça se confirme, on est sur 2, 3 choix maximal entre 2 et 3. voilà, d'écoles à l'oral, pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour des problèmes aussi de calendrier, c'est qu'on a des jeunes qui sont juste avant le bac et donc qui ont peu de temps pour se déplacer. On a des 8 écoles qui sont très bien réparties sur le territoire, et forcément étant très bien réparties, elles sont un petit peu éloignées les unes des autres. Donc aller dans les 8 écoles, techniquement, ça semble compliqué. Puis je crois qu'il faut aussi montrer au jury, à l'oral, que les 2, 3, voire 4 écoles que l'on a sélectionnées, ce n'est pas un hasard. C'est qu'elles nous plaisent pour peut-être un environnement de ville, un environnement économique, certaines spécialisations ou certaines destinations internationales. À mon avis, ça n'engage que moi, ce serait plutôt une erreur de considérer qu'en passant le maximum d'écoles à l'oral, on a un maximum de chances. Question de Sabrina. Est-ce que l'alternance est possible tout au long du cursus? Alors, sur les 3 années du bachelor, à l'heure actuelle, non. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est possible généralement à partir de la 3e année et dans certains cas dès la 2e année. Selon les écoles. Selon les écoles. Pourquoi? Parce que quand les jeunes arrivent dans les programmes bachelor, on l'a dit tout à l'heure, ils sont très jeunes, 17, 18, 19 ans, parfois 16. Trouver un contrat d'apprentissage pour 3 ans, parce que ça doit être pour la totalité, l'ensemble du cursus, dans le contexte actuel est très difficile. Et on privilégie aussi la dimension internationale, donc le départ à l'étranger. C'est difficile de concilier les deux. Et puis les entreprises sont peu demandeuses sur les 3 ans à ce niveau d'études. D'accord. Ça c'est très clair. Donc ça, autant ça a un sens sur la dernière année, voire éventuellement sur la 2e année ou une partie de la 2e année. Puis après, s'ils veulent continuer en master. Mais première année, à mon avis, ça serait quand même compliqué. Question de Louise. Est-ce qu'il y a des stages à faire dès la première année? Oui. Stage obligatoire en fin de première, 2e, 3e année et de durée de plus en plus longue. D'accord. Et en première année, le stage dure combien de temps? Alors ça dépend des il faudra écoles. Vérifier école par école, Voilà. mais c'est, je pense, minimum 2 mois. Minimum 2 mois. Ça, c'est vraiment la force de nos écoles. C'est quand on sort des 3 ans, on a cumulé, je dirais, un certain nombre de mois qui permettent c'est horrible l'expression que je vais vous donner, mais de mettre des lignes sur des CV.
Mais je crois qu'ils sont à un âge de construction où il faut qu'ils prouvent aux entreprises qui vont les embaucher plus tard qu'ils ont de l'expérience professionnelle. Ils ont déjà acquis Donc ça, c'est très première important. expérience. Non, dans certains cas, certains étudiants peuvent cumuler jusqu'à près d'un an d'expérience professionnelle à travers les stages ou l'apprentissage. Et rappelons-le, des stages que l'on peut faire en France ou à l'étranger. Alors justement, question d'Adèle, l'expatriation est-elle possible dans la scolarité? Alors oui, il y a qu'on soit très clair, il y a deux types d'expatriation. L'expatriation en entreprise, donc on vient de le dire, stage à l'étranger, et l'expatriation en université partenaire. Donc là, ça veut dire qu'une partie du parcours académique ne sera pas effectuée dans une de nos écoles en France, mais sera effectuée chez un de nos partenaires à l'étranger. D'accord. Alors c'est généralement dans le cadre d'accords d'échange, c'est pour un semestre. Donc généralement, c'est plutôt sur la 3e année. Mais ça peut être une année complète dans le cas de double diplôme. Et donc l'avantage, c'est qu'en 3 ans, vous obtenez non seulement le bachelor de l'école dans laquelle vous êtes, mais aussi le diplôme équivalent du partenaire international. D'accord. Question de Babas, est-ce qu'on va passer le TOEIC pendant nos études? Oui et non. Je vais faire une réponse de Normand, puisque là, c'est à la discrétion des écoles. Il y a des écoles qui font passer le TOEIC, d'autres le TOEFL, d'autres l'IELTS, puisque ça fait partie des 3 grands, je dirais, tests qui sont reconnus et connus au plan mondial. Globalement, de plus en plus, on le fait passer. Pourquoi? Parce que si on revient à la question précédente au niveau des parcours internationaux, nos partenaires académiques exigent effectivement une évaluation dans la langue avant d'aller faire soit un semestre, soit un an pour le double degree. Et je crois qu'il faut aussi pouvoir donner des billes à nos étudiants qui s'expatrient. Et il faut souligner aussi que de plus en plus d'entreprises exige un niveau. Alors le TOEIC est peut-être le plus connu des tests, mais un niveau de TOEIC pour être recruté. D'accord. Alors Jean-Christophe l'avait souligné tout à l'heure, c'est aussi important qu'on puisse vérifier le niveau de langue pour les départs en expatriation, notamment pour les semestres académiques, parce qu'il faut être capable de suivre des cours en anglais. Et bon, il y a un niveau minimum. Sans quoi ce n'est pas possible. Et certaines écoles ont même mis un score TOEIC obligatoire, un minimum, pour être diplômé. Pour être diplômé. D'accord. De plus en plus. Oui. Okay. Parce que les entreprises le demandent derrière. Et puis parce qu'en master, donc à Bac+5, dans le cas d'une poursuite d'études, c'est pratiquement obligatoire pour toutes les écoles, ce niveau minimum pour être diplômé. D'accord, donc dans son parcours scolaire, elle aura certainement l'occasion de passer le TOEIC à un moment ou à un autre. Question d'Aden, les terminales STT réussissent-elles aussi bien en école de commerce? Alors j'ai cité ces STMG maintenant. Oui. Donc on a environ 12% de candidats qui viennent des sections STMG. Et alors je n'ai pas en tête les statistiques de réussite, mais c'est franchement à peu près équivalent aux autres candidats qui viennent de SOS. Là, je crois qu'il faut effectivement, tu l'as dit très bien, il ne faut pas se fermer des portes. Il ne faut pas se mettre des barrières à ce niveau-là. On a des concours qui sont faits pour les étudiants, quelle que soit la filière de bac. Donc, je crois qu'il faut aussi dire à ces sections-là, qu'elles sont les bienvenues dans nos écoles. Moi, je ne peux pas citer, très sincèrement, de situation d'échec par rapport à cette filière-là. Bien au contraire. On a des jeunes, souvent, qui sont très motivés. Je vais dire quelque chose de très agréable. Leur point fort, c'est peut-être pas les langues. Donc là aussi, la capacité de nos écoles, c'est de les aider à performer en langue. Mais ça se passe globalement très très bien. Question d'Abdelhamid, je suis Bac+1. Est-ce que je peux passer le concours l'année prochaine, s'il vous plaît? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, le concours est ouvert non seulement aux élèves de terminale qui passent le bac en fin d'année, mais également aux étudiants qui ont fait une première année en université, par exemple, et qui souhaitent se réorienter. D'accord. Simplement, le concours permet d'entrer seulement en première année de bachelor. Alors, après, on pourrait parler, mais c'est pour ceux qui ont déjà fait 2 années d'études supérieures et validé ces 2 premières années. Après, il y a des possibilités d'admission, il y a des concours d'admission parallèles. Et là, du coup, mais c'est différent. En deuxième année, dans ces cas-là? Mais là, il faut valider un diplôme à Bac+2 ou 120 crédits CTS, 60 par année, pour pouvoir se présenter. D'accord. Là, je parlais et on sait qu'il y en a un certain nombre, malheureusement, d'étudiants qui sont en première année
universitaires qui se rendent compte que bah, c'est pas ça, et ils se sont trompés, ils ont fait une erreur, donc ils cherchent à se réorienter, et là effectivement ils peuvent passer le concours, intégrer une école à la rentrée. Ce qu'on appelle les décrocheurs, et souvent ils réussissent très bien le concours parce qu'ils sont en réorientation et ça leur donne une nouvelle motivation pour justement, et ça se passe très bien. On a des profils, je pense notamment à des filières droit ou médecine, qui sont de plus en plus nombreuses, je dirais, après un an effectivement d'université, et qui bifurquent, et ça c'est plutôt réussi à l'arrivée. Question de... Alors, ce qu'on peut dire, pardon, c'est on parle de médecine, on connaît le taux de sélection en médecine, qui doit être inférieur à 10%. Concours A+3 est un concours sélectif, un concours c'est fait pour faire une sélection, mais qui est quand même nettement plus accessible. Question de Pierre Dransart. C'est possible de participer à une JPE sans être inscrit au concours encore? Je voudrais me rendre compte si c'est à ma portée ce concours. Donc est-ce qu'on peut participer à l'entraînement sans être inscrit? Oui, bien sûr. Donc pour s'inscrire, pour participer à une des prochaines journées de préparation au concours, il faut aller sur le site A2+3 et donc s'inscrire à l'une ou l'autre des JPE et effectivement attendre la JPE pour s'inscrire au concours. Mais il ne faut pas trop tarder quand même. Hein. Oui, l'échéance approche. Ouais. Question de Brice, combien de temps dure en moyenne l'entretien individuel et en quoi il consiste? Alors c'est l'épreuve, là on parle des épreuves orales là, qui arrivent dans un second temps. On est globalement sur une durée, selon les écoles, entre 20 et 30 minutes, qui pour cette tranche d'âge, je dirais, permet de bien cerner le candidat. Alors en quoi elle consiste? Là aussi, je précise que chaque école peut avoir un mode opératoire un petit peu différent. Avec quand même le fil rouge qui est de dire, je l'ai dit tout à l'heure, on décèle la personnalité, on décèle la motivation, on décèle le potentiel pour faire une école de business. Ça, c'est le fil rouge. Après, certaines écoles peuvent aller vers des entretiens qui sont un tout petit peu plus collectifs, ou des entretiens où on exige un CV, par exemple. Mais on est dans la même tonalité. On est, pour faire une caricature qui vaut ce qu'elle vaut, dans un mini-entretien d'embauche. Et là aussi, il faut démystifier, parce que souvent, on raconte, oui, il y a que des questions pièges, etc. Non, non, on est dans quelque chose de très positif. On cherche, nous, on briefe largement nos jurys, pour qu'ils aident le candidat à se révéler à l'oral. L'idée, c'est de dire, voilà, on a des cursus qui font 3 ans, on va faire un bout de chemin ensemble. Donc nous, on veut voir si on a envie de faire ce bout de chemin avec vous, et puis on voudrait que vous nous prouviez que vous avez envie de faire ce même bout de chemin avec nous. Et ce sont des entretiens qui se passent, je dirais, dans un climat, je le répète, très positif. En général, ça se passe globalement bien. Là aussi, moi, je conseille aux candidats quand même de un petit peu se préparer. Alors comment on se prépare? On se prépare dans sa chambre le soir. On réfléchit d'abord à la gestion du temps, puisque parler de soi, de sa personnalité, de ses motivations, en 30 minutes, ben c'est pareil. Il y en a qui sont un petit peu à l'aise, puis il y en a qui, au bout de 3 minutes, n'ont plus rien à dire. Donc on calibre son temps de parole par rapport à la durée. On réfléchit aussi où on va entraîner les jurys. On entraîne les jurys sur des sujets que l'on maîtrise. Donc ça, je crois que c'est aussi important. Et puis, on essaye, là aussi, je dirais, de poser un petit peu sa personnalité. Alors, il y a les questions classiques que l'on retrouve. Là aussi, elles valent ce qu'elles valent, mais quels sont vos points forts ou vos qualités? Quels sont vos points faibles, vos défauts? Donc, ça vaut aussi le coup de les avoir un petit peu travaillés en amont, parce que si le jury vous pose la question que le candidat ne sait pas du tout répondre, c'est quand même un petit peu déstabilisant pour le candidat. Et puis, je crois qu'après, la règle d'or, c'est être le plus naturel, spontané possible. On ne met pas, excuse-moi Christian, on ne met pas nos étudiants dans un moule quand ils sont dans nos écoles. On respecte toutes les personnalités. La preuve, c'est qu'on accepte toutes les filières de bac. Donc je crois que une de nos grandes forces aussi lors de ces entretiens, c'est l'écoute. Donc il ne faut pas que les candidats se mettent aussi des freins en disant ça je ne vais pas le dire parce que ça ne va pas intéresser, ou ça, bon ils ne connaissent peut-être pas, là c'est plus vexant pour nous. Non, je crois qu'il faut être, voilà, on a envie de vous connaître, on a envie de savoir effectivement si vous avez le profil pour intégrer une école comme la nôtre, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en termes de parcours, en termes de langue, en termes effectivement de stage France ou étranger, en termes de spécialisation, si l'école a une spécialisation. Et puis après, ça se déroule bien. Donc effectivement, il faut rester naturel. Il ne faut surtout pas essayer de surjouer, se forcer à jouer un rôle. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on sait très bien que les candidats qu'on a en face de nous, qui ont 17, 18, 19 ans, n'ont pas forcément une idée très précise de ce qu'elles veulent faire par la suite, et c'est normal.
Il y en a qui le savent très bien, tant mieux pour eux. Mais la majorité ne sait pas encore très bien, se cherche, et c'est normal à cet âge-là. Donc on n'attend pas un projet professionnel tout ficelé. On peut le dire, on peut dire je ne suis pas tout à fait sûr ou je n'ai pas encore d'idée. Il faut le préparer, on peut mettre en avant les quelques expériences qu'on a pu avoir dans le domaine associatif, sportif, si on est parti, si on a pu voyager, etc. Bien évidemment, il faut mettre tout ça en avant, quelles sont ses passions, ses hobbies, etc. Mais on n'attend évidemment pas un projet tout ficelé. Une précision juste, parce qu'il y a aussi l'anglais. Donc l'épreuve orale d'anglais, c'est 30 minutes, 15 minutes de préparation et 15 minutes de face-à-face. Les 15 minutes de préparation, c'est parce que donc l'entretien est basé sur un texte fourni par l'école. D'accord. Très bien, on a fait le tour des épreuves orales. Question de Mélodie qui demande, c'est une très bonne question, est-ce que le concours est payant et si oui, combien ? Alors, il y a des frais d'inscription au concours qui sont de 130 € pour les 8 écoles, donc pour les épreuves écrites, et ensuite 30 € par école pour les épreuves orales. Donc 130 € plus 30 si on se présente dans une école pour l'oral, et 30 multiplié par 2 si on se présente dans 2 écoles, etc. D'accord. Question de Brigitte. Bonjour, maman d'un jeune garçon voulant intégrer l'une de vos écoles l'année prochaine. Je voudrais savoir s'il y avait des aides pour se loger. Est-ce que l'école peut aider à trouver un logement? Oui, mon capitaine, dans les deux cas. C'est clair qu'on a affaire à une population qui est jeune. Donc, je parlais tout à l'heure d'encadrement et je crois qu'on a des équipes dans nos écoles qui, effectivement, aident. Alors après, il y a les aides de l'État concernant le logement, on est bien d'accord, mais en dehors de ça, on a souvent, nos écoles ont des fichiers logements. C'est assez facile de se loger dans les villes dans lesquelles on est implanté, parce que ce sont des villes étudiantes, donc il y a une offre de logement qui est, je dirais, plutôt intéressante. Après, bon, effectivement, je crois que ça dépend aussi de la personnalité de l'étudiant. Il y en a qui souhaitent plutôt partager un appartement, être ce qu'on appelle en coloc. Il y en a d'autres qui préfèrent être seuls chez quelqu'un. Il y en a d'autres qui préfèrent être en résidence universitaire ou en résidence privée. Donc là, je crois que c'est aussi un petit peu au choix de l'étudiant. Dire quand même à sa maman qu'il n'y a pas d'internat, à ma connaissance, dans nos 8 écoles. Parce que ça, souvent, on a parfois la question. D'accord. C'est comme ça, hein, on considère que ce sont des grands garçons et des grandes filles. Et que, je dirais, on les suit quand même de loin, même s'ils sont, je dirais, un petit peu éloignés le soir. Voilà. En tout cas, ils ont accès à des offres de logement, à des résidences d'étudiants, voire à des foyers. Il y a différentes possibilités. Et je dirais la même chose aussi, je ne sais pas si la question viendra, mais je préfère la devancer, pour l'aide au financement des études. C'est justement la question de Tania qui demande est-ce qu'il y a des aides financières ou pas pour payer le concours et la scolarité si on réussit le concours? Donc la réponse est oui. On accueille de plus en plus d'étudiants boursiers, boursiers Crous, dans les différentes écoles. Toutes les écoles ont également un dispositif d'exonération de frais de scolarité ou de subventions internes qui sont financés soit par les écoles directement, soit ça peut être aussi des aides financées par des entreprises. Et bien évidemment, il y a aussi des possibilités de prêts bancaires à des taux tout à fait avantageux. Et ce que je dirais sur le fond, parce que c'est vrai qu'on est souvent assimilé à des écoles privées, bien que toutes soient pour la plupart des sens consulaires, donc reliés à des chambres de commerce, qui sont des établissements publics, mais on est souvent assimilé au privé puisque les études sont payantes, on n'est pas subventionné par l'État. Mais ça ne doit pas être un obstacle, c'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions qui existent pour des publics en difficulté financière, sur un certain nombre de critères de revenus et de critères sociaux, mais on trouve toujours donc un moyen de financer les études. Et moi-même je fais partie des commissions d'aide au financement et d'exonération. Dans un certain nombre de cas, si on cumule bourse Crous et aide de l'école, ça couvre la totalité des frais de scolarité. D'accord, donc si on réussit le concours, surtout, il ne faut pas que ce soit un frein et il faut en parler tout de suite, évidemment, au service concerné. Question de Thibault, on peut continuer ses études, j'imagine, après un bachelor. Est-ce qu'il faut repasser un autre concours? Oui, et heureusement. Autrement, ça serait un petit peu trop simple. Alors, on est, Christian l'a dit au début de ce chat, on est quand même, je dirais, dans des formations où la poursuite d'études est quand même, je dirais, le schéma type. On est
selon les écoles, je dirais forcément à plus de 50%, voire plus en termes de poursuite d'études. La poursuite d'études, elle se fait en master, soit en master grande école, donc dans l'école où les jeunes ont fait le bachelor, puisque toutes ces écoles-là ont un bac plus 5 avec le grade de master, ou dans une autre école, voire à l'université, voire à l'étranger. Mais si on parle grande école à bac plus 5, il y a forcément, je dirais, un concours qui est un peu du même type. Alors le grand frère de Atout+3, c'est le concours Passerelle, qui est aujourd'hui le plus grand concours en France d'accès aux formations bac plus 5 grande école. C'est toujours des concours sur le même schéma, épreuve écrite, qui donnent accès, si on les réussit, aux épreuves orales. Mais très honnêtement, là encore, des étudiants qui sortent de l'un de nos bachelors à 95 voire 98% de chances de pouvoir très bien préparés par la suite de concours. Très bien préparés. On arrive au terme de ce chat. Est-ce que voilà, vous auriez un petit mot de conclusion à dire aux internautes qui sont un petit peu inquiets pour qui les épreuves approchent de plus en plus? Un petit mot de conclusion sur ce concours et ces épreuves? Je ne sais pas qui prend la parole en premier. On peut dire chacun un mot. D'abord, souhaiter bon courage à ceux qui sont inscrits, parce qu'il faut toujours un petit peu de courage quand on passe des examens ou des concours, que ça se passera bien. Moi, je les invite aussi à réussir les épreuves écrites pour ensuite aller dans nos écoles pour les épreuves orales, parce qu'ils seront très bien accueillis, ils seront rassurés, et je pense que ça leur permettra de réussir encore mieux les épreuves orales. Et puis simplement dire que je ne suis plus si jeune que ça, et j'ai jamais vu un étudiant partir en courant au bout de 2 mois de nos écoles. Je crois qu'on est la force de nos écoles, c'est vraiment d'avoir mis en place des formations qui intéressent les jeunes, à la fois pour ensuite se mettre sur le marché du travail ou continuer leurs études. Et je crois que là, on peut vraiment faire la différence avec d'autres formations. Moi, de mon côté, j'encouragerais ceux qui ne sont pas encore inscrits au concours à le faire. Et très vite, rapidement. Les tout prochains jours. Donc ensuite, alors souhaiter bonne chance pour la réussite du concours et pour donc intégrer une école de commerce à la rentrée. Dernier conseil, je dis souvent sur APB, mettez en premier votre formation, votre école coup de cœur. Il ne faut pas avoir de stratégie alambiquée. C'est vraiment la formation ou l'école que vous voulez absolument intégrer à la rentrée prochaine. Très bien. Eh ben, merci à tous les deux. Merci à tous. Le chat se termine et à très bientôt pour un nouveau chat TV sur le site du concours Atout+3. Merci, bonne soirée.